L'opération Fureur épique a été un réveil brutal pour le régime iranien, qui pensait avoir tout compris en matière de défense contre une attaque. Mais, observant de loin, le président russe Vladimir Poutine est terrifié. Poutine ne s'attendait jamais à ce que tout cela arrive, et maintenant il est rongé par la peur, car il a été forcé de se poser une question très inconfortable. Si les États-Unis l'ont fait à l'Iran, la Russie sera-t-elle la suivante ? Dans une vidéo du 5 mars, le Kyiv Post a déclaré que c'est la question qui résonne actuellement au Kremlin, alors que la Russie doit accepter de voir les États-Unis réussir quelque chose en Iran que Poutine n'aurait jamais cru possible. L'ancien guide suprême Ali Khamenei est mort, ainsi que des dizaines de ses subalternes. Cela aurait dû être impossible. Les bunkers souterrains de Khamenei devaient le protéger, mais il est mort un jour après le début de l'opération Fureur épique. Poutine l'a sûrement remarqué, car cela prouve aux dirigeants russes qu'il n'est pas invincible, comme nous en discuterons bientôt. Mais il est aussi bouleversé par la perte de Khamenei pour une autre raison. Un autre de ses alliés est tombé. Le cercle de plus en plus restreint de ce qu'il lui reste ne suffit pas à maintenir la Russie comme acteur géopolitique mondial. La Russie observe les États-Unis démanteler un régime crucial pour elle, essentiel dans la guerre en Ukraine, et pour la projection de puissance et l'influence de Poutine au Moyen-Orient. En ce moment, la rhétorique de la Russie devient de plus en plus désespérée. L'exemple parfait vient d'Olga Skabayeva, que le Kyiv Post décrit comme une figure incontournable de la télévision russe, ce qui fait d'elle, en somme, une porte-parole de plus du Kremlin. Selon Skabayeva, les actions de l'Amérique en Iran sont une violation de toute morale humaine. C'est ironique de la part de la Russie, qui a envahi illégalement son voisin parce que Poutine voulait plus de territoire, de maintenant accuser les États-Unis. Poutine se moque de la morale. Ce qui lui importe, c'est la souffrance actuelle de la Russie, et si la situation en Iran annonce l'avenir de la Russie. La Russie persiste dans sa rhétorique. Le 11 mars, le Washington Post a relayé que le Kremlin estime ne plus pouvoir faire confiance aux États-Unis lors des négociations sur la guerre en Ukraine. L'analyste de politique étrangère russe, Fyodor Loukyanov, résume l'état d'esprit collectif russe lorsqu'il pose la question suivante. Comment des négociations peuvent-elles être menées dans une telle situation, si l'on sait qu'à tout moment, l'autre partie peut passer à une attaque personnelle directe contre vous? En effet, comment? Peut-être que tout cela entrait dans le plan des États-Unis. On remarque un schéma dans la gestion des ennemis par l'administration Trump. Ce schéma est apparu au début de 2026 avec l'éviction de Nicolás Maduro. Les États-Unis ont tenté de négocier, avant d'intervenir rapidement pour extraire Nicolás Maduro du Venezuela. De même avec l'Iran, les États-Unis ont tenté de négocier un accord nucléaire, mais ont finalement éliminé Khamenei. Les États-Unis semblent utiliser les négociations pour gagner du temps et se préparer. Quand ils sont prêts, les États-Unis frappent, comme au Venezuela et en Iran. Poutine pourrait voir des parallèles, bien qu'à une échelle temporelle bien plus grande. Ces parallèles alimentent la peur et aggravent les effets de la guerre en Iran sur la Russie. Nous traiterons cette seconde perte plus tard, restez avec nous. Sur le plan de la peur, l'avertissement brutal reçu par Poutine en voyant les actions des États-Unis en Iran l'aura profondément secoué. Pour commencer, les États-Unis ont montré qu'ils pouvaient éliminer toute une structure de commandement en quelques jours. Et peu importe à quel point ces dirigeants essayent de se cacher. Khamenei est mort! Le 6 mars, Sky News rapportait qu'Israël affirmait avoir éliminé 40 hauts commandants militaires iraniens lors des premières frappes aériennes contre l'Iran. Cela incluait le ministre de la Défense iranien, le chef d'état-major et le chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Mohamed Pakbor. Comme le souligne le blogueur militaire estonien Artarei, les États-Unis et Israël ont même éliminé l'ayatollah temporaire, qui avait été nommé pour remplacer Ali Khamenei. Cela est arrivé le jour après la nomination. C'est actuellement le poste le plus dangereux, affirme Ray, ajoutant « Ils traqueront quiconque l'Iran placera à l'ancien poste de Khamenei ». Les États-Unis retiennent pour l'instant leur feu sur Mujtaba Khomeini, attendant peut-être sa position. Il est déjà clair que les États-Unis et Israël savent où sont les dirigeants iraniens et peuvent les frapper. C'est pourquoi Poutine a si peur. Il ne s'inquiète pas des chefs militaires et politiques éliminés par les États-Unis et Israël. Ce qui le préoccupe, c'est qu'Ali Khamenei et son remplaçant temporaire aient aussi été éliminés apparemment à volonté par les États-Unis. Ce que cela indique à Poutine, c'est que les États-Unis disposent à la fois du renseignement et des moyens nécessaires pour frapper des dirigeants qui font tout pour se cacher. Ce n'est guère rassurant pour un président russe, ayant sa cachette secrète sous son palais de Gelendzhik. Les plans des bunkers de ce palais ont même été publiés, selon le Télégraphe en mai 2023. Cela revient donc à retirer une cachette à Poutine.
Mais cela n'aurait pas d'importance si les États-Unis parvenaient à faire en Russie ce qu'ils ont réussi en Iran. Il n'y aurait nulle part où Poutine pourrait se cacher. Le président russe le sait. Les actions des États-Unis et d'Israël envers les dirigeants iraniens forcent Poutine à rester méfiant et à craindre le pire dans ses relations avec les États-Unis. La peur de Poutine s'accentue car la situation en Iran a révélé la faiblesse militaire de la Russie. Je vous rappelle que la Russie a signé un pacte de partenariat stratégique avec l'Iran et le Venezuela, que Ray compare à l'article 5 de l'OTAN, ce qui aurait dû pousser la Russie à aider directement l'Iran en cas d'attaque contre sa souveraineté. Cette aide n'est pas arrivée. On peut débattre de la nature du pacte, qualifié par certains de documents de coopération liés à un partenariat stratégique, mais la nature de l'accord reste importante. Cela a fait de l'Iran un allié que Poutine souhaite protéger. Mais la Russie n'a rien fait pour aider militairement, se limitant à fournir quelques renseignements et à se plaindre hypocritement de ce que font les États-Unis. Ce n'est pas un choix stratégique pour Poutine, mais une nécessité, car il sait que la Russie manque de puissance de feu pour intervenir dans la crise. C'est encore plus vrai depuis que la guerre en Ukraine a épuisé l'armée russe. Poutine doit sûrement se demander ce que pense le cercle restreint d'alliés de la Russie, face à son incapacité à aider le régime iranien vacillant. Ils ont vu Maduro et Khamenei tomber, ainsi que Bachar el-Assad en Syrie il n'y a pas si longtemps, sans presque un mot de la part de Poutine. Comme l'affirme Wes O'Donnell, la situation en Iran a prouvé que la stratégie de Poutine envers ses alliés, fondée sur la protection, les armes et la promesse de tenir les ennemis à distance, a totalement échoué. En dehors de la Chine, qui n'est certainement pas dépendante de la Russie pour une quelconque protection, la Syrie, le Venezuela et l'Iran comptent parmi les véritables poids lourds en ce qui concerne les alliés de la Russie. Poutine n'a rien fait pour aucun d'entre eux, donc les petits pays qui pensaient pouvoir compter sur la Russie pour obtenir de l'aide en cas de besoin réfléchissent peut-être à 2 fois avant de laisser Poutine étendre son influence alors qu'il n'en retire rien en retour. Le réseau d'alliés de Poutine diminue, ce qui est aussi inquiétant que la menace d'une frappe américaine. Poutine a également observé la situation en Iran. Au 11 mars, les États-Unis affirment avoir frappé 5500 cibles en Iran. Gardez à l'esprit que cela ne signifie pas qu'ils ont lancé 5500 missiles et bombes. Ce chiffre sera bien plus élevé, car plusieurs de ces 5500 cibles auront été frappées plusieurs fois. La marine iranienne a été paralysée, tout comme son armée de l'air et l'ensemble de sa structure de commandement. Israël affirme que 80% du réseau de défense aérienne iranien avait déjà disparu au 5 mars. Cela inquiétera Poutine, car les défenses aériennes iraniennes utilisaient des systèmes russes, comme le S-400. Ils n'ont rien pu faire contre l'assaut aérien américain, ce qui montre probablement comment ces défenses résisteraient à une attaque similaire en Russie. Poutine voit les États-Unis éliminer un dirigeant qu'il n'aurait pas dû pouvoir atteindre. La Russie a perdu un allié clé, et l'Amérique a prouvé sa supériorité aérienne face à l'Iran. Face à une Russie qui garde ses chasseurs hors d'Ukraine car ils ne supportent pas la pression. Poutine a peur parce qu'il voit en Iran le schéma de sa propre chute. Si les États-Unis décidaient un jour qu'il est temps d'arrêter de parler et de commencer à agir contre la Russie. Voici le pire pour Poutine, annonçant ce qui pourrait l'attendre plus tard. Les actions des États-Unis en Iran nuisent fortement à la Russie actuellement, et Poutine ne peut rien y changer. C'est typiquement le genre de sujet traité dans The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour voir comment s'exerce réellement le pouvoir à l'échelle mondiale. Poutine a actuellement beaucoup moins de pouvoir qu'à tout autre moment de ses 25 ans à la tête de la politique russe. Nous l'avons vu avec la perte d'alliés, ce que Chatham House explique comme étant déjà sur le point d'avoir des conséquences de grande portée pour la Russie. Si l'Iran est absorbé par la guerre et voit sa capacité de contrepoids régional diminuer, la Russie perd progressivement en profondeur stratégique. Le groupe de réflexion estime que l'architecture géopolitique pourrait évoluer d'un équilibre multipolaire, où Moscou oppose les rivaux, vers un contexte plus fragmenté, où la Russie réagit au lieu d'agir. En d'autres termes, Poutine verra toute l'influence qu'il exerçait autrefois au Moyen-Orient et dans la région du Golfe disparaître complètement. Cela se produit déjà, car le seul espoir que Poutine a en Iran est que les États-Unis choisissent de ne pas aller jusqu'à éliminer toute apparence du régime du pays. C'est une attitude réactive, pas proactive. Vladimir Poutine ne peut désormais qu'espérer qu'un autre pays agira comme il le souhaite. La Russie n'a aucune influence ici, malgré ses investissements et ses prétendus partenariats avec l'Iran. Paul Warburg explique que la guerre en Iran a un effet inattendu sur la seule stratégie efficace de Poutine en Ukraine. Lancer d'immenses essaims de drones, Shahed, sur les villes et infrastructures ukrainiennes.
Nous savons que la Russie reçoit des drones Shahid de l'Iran depuis le début de la guerre en Ukraine, et qu'elle a depuis mis en place des installations pour fabriquer principalement ces drones sans l'implication de l'Iran. Nous précisons, principalement, parce qu'il y a quelque chose dans cet arrangement que beaucoup ignorent, mais que Warburg révèle. Il existe de fortes raisons de penser que les composants essentiels de ces drones proviennent encore d'Iran, note Warburg. Ainsi, si l'Iran est écarté, les drones Shahid russes le seront également. Parce que s'ils peuvent en produire 90% eux-mêmes, mais qu'il leur manque toujours ces 10% de composants clés, les drones qu'ils peuvent fabriquer sont en réalité inutiles. La Russie ne peut pas risquer que ces Shahid deviennent inutiles, car toute la stratégie de Poutine en dépend actuellement. On peut le voir dans les chiffres. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie a lancé 57 000 drones Shahid, ou de type Shahid, contre l'Ukraine depuis que Poutine a lancé son invasion. L'ampleur même de ces frappes de Shahid n'a cessé d'augmenter depuis la mi-2025. Rien qu'en janvier, la Russie aurait lancé 4400 drones de type Shahid contre l'Ukraine, ce qui représente en moyenne environ 140 par jour. Parfois, les essaims que la Russie déploie contiennent jusqu'à 700 drones, l'objectif de Poutine étant généralement de causer des dégâts là où il le peut, mais aussi d'utiliser ces essaims massifs pour suffisamment désorienter les défenses aériennes ukrainiennes afin que les missiles russes, bien plus destructeurs, puissent percer. S'ajoute à cela le gaspillage de ressources. L'Ukraine doit utiliser des missiles et intercepter les drones pour stopper les Shahid, faisant du drone iranien un outil pour Poutine afin d'épuiser l'Ukraine. Tout cela pourrait disparaître avec la chute du régime iranien. Si les États-Unis l'emportent et que Donald Trump impose un dirigeant de son choix, les Shahid pourraient ne jamais revenir. La Russie le ressentira en ce moment, d'autant plus que l'Iran doit se concentrer sur la fabrication de ses propres drones Shahid pour faire face à l'opération Fureur épique. Les stocks de Shahids russes s'épuiseront avant que la Russie ait besoin de composants uniquement disponibles en Iran. Comme l'indique Warburg, cela pourrait obliger la Russie à réduire ses essaims de drones, allégeant ainsi la pression sur les défenses aériennes ukrainiennes et limitant les dégâts, facilitant des avancées au sol. Ce que nous avons ici, c'est la seule véritable stratégie militaire efficace de la Russie qui est en train d'être sapée. La Russie tente désespérément de se raccrocher à quelques points positifs, comme nous le verrons à la fin de la vidéo. Mais un autre aspect géopolitique échappe à Poutine. La perte de l'Iran montre la faiblesse de l'industrie d'armement russe, tandis que l'Ukraine s'impose comme leader mondial des drones et profite du conflit en Iran pour renforcer ses liens avec les États-Unis. La situation est en train de s'inverser ici. La Russie devait déjà faire face au fait que sa part du marché mondial des exportations d'armes s'était effondrée à 6,8% en 2025 contre 21% entre 2016 et 2020. La guerre en Iran permet à l'Ukraine d'apparaître comme une meilleure option pour les États-Unis et pour les autres clients de la Russie, qui ont vu leurs armes échouer totalement face à la puissance américaine. Comment cela arrive-t-il ? Le 6 mars Politico a rapporté que Zelensky a eu l'idée intelligente de proposer aux États-Unis et aux pays du Golfe que l'Iran a ciblé avec des missiles et des drones, une sorte de service de conseil. Les États-Unis en particulier étaient engagés dans des discussions qui pourraient permettre à l'Ukraine de partager une partie de sa technologie de drone, permettant ainsi à l'Amérique de s'éloigner de l'utilisation de missiles coûteux pour contrer les Shahids iraniens, et d'adopter les méthodes bien moins chères que l'Ukraine a développées au cours de 4 années de combat contre la Russie. Selon la BBC, des équipes d'experts en drones venant d'Ukraine ont déjà été envoyées en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. L'Ukraine affirme qu'au total, 11 pays, dont les États-Unis, ont demandé son aide dans ce domaine, ce qui portera un coup dur à Poutine. La Russie était censée être le pays sur lequel les autres nations comptaient pour les armes. Maintenant, c'est l'Ukraine, et les stratégies de drones que l'Ukraine fournit sont prouvées efficaces par le pays même qui les met en œuvre. Si l'on parle d'influence, en particulier au Moyen-Orient, Poutine a subi le double coup de perdre son influence, tandis que celle de l'Ukraine grandit. Si les États-Unis et l'Ukraine renforcent leurs liens, on pourrait voir plus de donnant-donnant. L'Ukraine fournit des drones et son expertise aux États-Unis, et peut-être que les États-Unis commencent à fournir davantage ce dont l'Ukraine a besoin, comme des missiles de défense aérienne, directement en échange, plutôt que de faire passer l'Ukraine par des procédures compliquées pour les obtenir. Les États-Unis peuvent autoriser l'Ukraine à utiliser les missiles ATACMS pour intensifier les frappes contre la Russie. Il y a une certaine dose de jeu politique ici, et Poutine doit accepter qu'il n'a aucun contrôle là-dessus, comme sur beaucoup de choses provoquées par l'opération Fureur épique. Toutefois, la Russie tente de retenir les aspects positifs. Comme le souligne Warburg, certains disent que les États-Unis épuisent leur stock en Iran, les rendant moins menaçants pour la Russie à l'avenir.
Fortune note que certains aux États-Unis soulignent aussi que l'administration Trump utilise des stocks d'armes qu'elle prétendait déjà en baisse pour justifier de ne pas les envoyer à l'Ukraine. C'est un argument valable, mais il oublie que ces armes ont été plus efficaces en 2 semaines en Iran que tout ce que la Russie a fait en 4 ans en Ukraine. Les stocks peuvent poser problème, mais la Russie n'a pas non plus d'armes illimitées après avoir largement utilisé les siennes en Ukraine. Il y a aussi l'aspect financier, car l'Iran exerce son seul levier en fermant le détroit d'Ormuz. La hausse des prix du pétrole profite à Poutine et à sa flotte fantôme qui vend du pétrole russe sous sanction. Mais ce n'est pas un aussi grand avantage pour la Russie que Poutine l'espérait. Comme le note Warburg, ce que nous voyons ici est temporaire, et ce n'est pas comme si le détroit d'Ormuz allait rester fermé pour toujours. L'affaiblissement de l'Iran fera vaciller sa mainmise sur le détroit. Cela, combiné à la stabilisation des assurances et à la protection offerte aux navires commerciaux, comme la France l'a affirmé en annonçant qu'elle fournirait cette protection à travers une nouvelle mission défensive qu'elle prépare avec ses alliés, signifie que tout avantage économique dont la Russie pourrait bénéficier sera de courte durée. Poutine se berce d'illusions s'il croit que ces 2 points positifs l'emportent sur tous les aspects négatifs des actions américaines en Iran. La production de shahid va vaciller avec le régime iranien paralysé. La Russie a perdu sa position d'influence géopolitique, surtout puisque ses armes et le Kremlin lui-même n'ont pas réussi à protéger l'Iran. Poutine a déjà vu les États-Unis et Israël éliminer 2 dirigeants iraniens. La supériorité aérienne, le renseignement étendu et les missiles anti-bunkers américains pourraient entraîner le même sort. Pendant ce temps, l'Ukraine gagne en influence et renforce ses liens, affaiblissant davantage Poutine. Un missile perforant n'atteindra peut-être pas un palais de Poutine, mais il sait qu'il est le prochain sur la liste. Il pourrait mourir ou non. Il fait face à un avenir où sa voix géopolitique risque d'être plus que jamais réduite au silence. Nous avons vu tout cela arriver en janvier, lorsque des manifestations ont éclaté en Iran, et que les États-Unis ont commencé à menacer le régime au pouvoir dans le pays. Nous avions dit à l'époque que cela finirait par être très mauvais pour Poutine, et vous pouvez découvrir pourquoi nous le pensions en regardant notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur l'impact de la guerre en Iran au-delà du régime de Téhéran. Merci de nous avoir regardés.